Que vous allez bien. Voilà, donc ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon. On revient avec vous les élèves de terminale S2. Voilà, sur votre leçon sur les synapses en SVT. Voilà, donc on s'excuse vraiment du retard pour la publication. Donc comme niñ ko waxee rek, il y avait beaucoup de choses à faire, mais bon, voilà, donc on s'est toujours arrangé pour comme on le dit toujours, faire la promotion de la science auprès de tout le monde. Alors donc on y va sans plus tarder, on va parler de synapse aujourd'hui, donc qui est une leçon très importante tamit dans le cycle sur voilà le tissu nerveux. Voilà, donc je rappelle que yëpp c'est sur le cycle du tissu nerveux, donc synapse, propriétés, voilà, les phénomènes électriques, la conduction, ainsi de suite yooyu yëpp. On parle donc du cycle sur le tissu nerveux. Donc ñu dem ensemble, on va voir c'est quoi une synapse. Maintenant, ce qu'on dit, on dit la synapse, sa définition, c'est une jonction entre deux neurones. Donc, quand deux neurones communiquent, c'est une communication. C'est ça qu'on appelle une synapse. En fait, synapse, c'est un concept, c'est une communication. Voilà, donc entre deux neurones, voilà, deux cellules nerveuses. Ce sont les neurones, comme nous l'avons donc avec les leçons précédentes. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a 4 types de synapses selon la nature de la liaison. Voilà, donc liaison, il y a 4 types de synapses. Donc il y a donc ce qu'on appelle la synapse axosomatique, c'est-à-dire une synapse c'est entre une arborisation terminale avec le soma d'une cellule, madame, le corps de la cellule nerveuse, n'est-ce pas? Une synapse axosomatique. Il y a aussi ce qu'on appelle une synapse axodendritique, donc comme son nom l'indique, c'est la communication donc entre une arborisation terminale et une dendrite. Voilà, dendrite, je le rappelle, les branches qui sont cellules nerveuses. Donc il y a aussi ce qu'on appelle une synapse axo-axonique, comme son nom l'indique, donc c'est une synapse entre deux axones, c'est une communication donc entre deux axones. Et enfin nous avons ce qu'on appelle la plaque motrice, donc c'est la synapse entre une cellule nerveuse et un muscle, donc c'est une plaque motrice. Voilà, un exemple comme on vous le propose ici, comme vous le voyez. Donc ici il y a des synapses, donc ici on regarde un exemple de synapse axodendritique. Donc c'est la dendrite de cette cellule. Donc ici on a une synapse, ça c'est l'axone de la cellule, donc on a une synapse axo-axonique. Voilà, donc ici nous avons une synapse et le corps, donc ça c'est une synapse axosomatique, n'est-ce pas? Peut-être la synapse entre, voilà, donc la plaque motrice, la synapse entre une cellule et un muscle, mais bon, nous avons les trois types de synapses au départ, quoi. Voilà, donc c'est ça pour le schéma. Maintenant, aussi tamit c'est une synapse contient deux parties. Quelles sont-elles? Il y a ce qu'on appelle le neurone présynaptique, avant, n'est-ce pas? Donc dans une synapse, il y a toujours un neurone présynaptique et un neurone, donc comme on le sait, qui est postsynaptique, parce que si nous sommes pré, donc on pense aussi à post, n'est-ce pas? Pré, avant, post, après. Donc cette cellule-là, cette neurone se trouve avant la synapse et cette-là se trouve après la synapse. Donc nous avons parce que après on le verra plus tard. Donc la transmission de l'influx dans une synapse, elle est univoque, ben sens quoi. Voilà, du coup, donc on vous dit aussi que entre les deux parties, le neurone présynaptique et le neurone postsynaptique, il y a une fente qu'on appelle donc la fente synaptique, n'est-ce pas? Voilà, donc on le verra tamit que il n'y a pas toujours cette fente. Donc amna ay cellules yo xamantene dañoo coller directement. Voilà, donc c'est une autre type de transmission. Après on le verra inchallah, donc ci kanam touti. Voilà, donc maintenant on va voir ce qu'on appelle le fonctionnement de la synapse. Donc ñu xol comment fonctionne une synapse exactement? Naka lay fonctionner? Ñu ne tay en gros, la synapse autant pour moi fonctionne grâce à un élément très important qu'on appelle le neurotransmetteur. On l'appelle aussi le médiateur chimique, on appelle aussi le neuromédiateur. Donc les trois noms se valent. C'est quoi un neurotransmetteur? Donc on dit c'est une substance chimique qui est libéré par le neurone présynaptique. Donc c'est ça qui libère donc le neurotransmetteur. Voilà, c'est très important aussi. Donc on dit aussi que ce neurotransmetteur il est synthétisé par le réticulum endoplasmique granulaire bi nek ci neurone. Donc c'est au départ, c'est ce qu'on appelle le corps de Nissl.
Voilà, donc et bu ñu ko defee ba pare nag les neurotransmetteurs sont stockés dans les vésicules synaptiques. Day commencer par être stocké donc dans les vésicules donc du corps de Nissl. Bu ñu paree nag après dafay déplacer wu dem au niveau des boutons synaptiques. Bu boobaa on l'appelle maintenant des vésicules synaptiques. Donc ce sont des vésicules qui contiennent donc des neurotransmetteurs. Et on dit que les neurotransmetteurs aussi, il y en a beaucoup. Donc comme vous l'avez vu en classe, il y a l'acétylcholine, l'adrénaline, la dopamine, la sérotonine, le GABA. Donc quand même, voilà. Donc amna yu bare quoi. Voilà, on peut pas les citer, on cite seulement yi nga xamantene on les rencontre la plupart du temps dans les exercices. Alors donc on va voir maintenant comment fonctionne réellement une synapse avec ce schéma là. Bo xamantene sûrement vous l'avez vu. Donc d'abord il y a une première partie. Les ni fonctionne moins. D'abord le message nerveux arrive et le message nerveux comme vous le voyez, il va arriver donc au niveau du neurone présynaptique, n'est-ce pas? Donc quand le message nerveux arrive maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a ouverture des canaux à ion CA2+, donc qui pénètrent dans le bouton présynaptique. Donc comme vous le voyez ici, c'est une membrane. Et maintenant quand un influx nerveux arrive, cette membrane-là va laisser passer des ions CA2+. Donc, et ces ions CA2+-là ont un rôle très important. Ils vont venir pour rendre cette membrane-là plus perméable, comme on le dit ici. Donc, après, la troisième partie, c'est la libération du neurotransmetteur dans la fente synaptique. Donc, le neurotransmetteur fini au niveau des vésicules, il va sortir au niveau donc, de la fente présynaptique, ou plutôt de la fente synaptique, grâce à une augmentation de la perméabilité de la membrane par les ions CA2+. Donc, les ions CA2+, ils ne sont là que pour rendre cette membrane-là plus perméable quand un influx nerveux arrive, n'est-ce pas? Après, qu'est-ce qui se passe? Il y a la fixation du neurotransmetteur dans les récepteurs au niveau de la membrane postsynaptique. C'est la cellule présynaptique. B, c'est le neurone postsynaptique. Au niveau du neurone postsynaptique, il y a des récepteurs, comme vous le voyez ici. Donc, ils sont là pour recevoir les neurotransmetteurs. Donc, neurotransmetteurs, ils vont se fixer au niveau des récepteurs qui sont sur la membrane postsynaptique. Et maintenant, après, quand les neurotransmetteurs se fixent, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'ouverture des canaux Na+. Donc à canaux Na+, dañuy ibbeeku les neurotransmetteurs dafa melni ay caabi rek dañuy ñëw juste bu ñu duggé fi rek automatiquement les canaux vont s'activer et ils vont s'ouvrir automatiquement bu ñu ibbee rek ko rek. Donc comme vous vous rappelez de la fois passée sur donc les propriétés du nerveux ou plutôt les phénomènes électriques. Voilà, donc quand on voit dépolarisation et on avait dit que dépolarisation égale entrée d'ion Na+. Donc bu boobaa, donc comme vous le voyez, quand les neurotransmetteurs se fixent au niveau donc des récepteurs de la membrane postsynaptique, donc les ions Na+ vont entrer et vont provoquer une dépolarisation et une sortie donc des ions K+ pour la repolarisation. C'est ce qu'on appelle le potentiel d'action postsynaptique, le POPS. Donc le POPS, c'est le potentiel d'action postsynaptique. Donc moi dépolarisation et repolarisation je vous renvoie à la vidéo précédente sur les phénomènes électriques, donc en rapport avec l'influx nerveux, n'est-ce pas? Et maintenant, qu'est-ce qui se passe après? Il y a détachement puis destruction du neurotransmetteur par une enzyme, parce que le neurotransmetteur c'est une substance chimique, comme on l'a vu. Bu tapé fi rek, ça provoque l'ouverture des canaux. Maintenant aussi, il faut que mu génn pour que vraiment les canaux puissent se refermer. Et quand les neurotransmetteurs se libèrent, qu'est-ce qui se passe? Il y a une enzyme qui va venir pour les détruire, pour les empêcher quand même de refonctionner à nouveau. Comme vous le voyez les gars, l'organisme est très 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 organisé. Voilà, organisme c'est hyper organisé. Donc parfois tu te dis que comment ça se fait-il que vraiment donc au niveau de ton corps sans pourtant nga xam ko. Donc quand même ça témoigne vraiment de la grandeur d'Allah. Yalla vraiment ce sont des détails qui nous montrent que vraiment Dieu est puissant, comme nous koy waxé dans ses livres saints quoi. Voilà, donc maintenant on continue avec le fonctionnement. On dit un influx nerveux, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau des synapses, il se transmet de façon unidirectionnelle. Donc c'est au niveau de quitter le neurone présynaptique vers le neurone postsynaptique. Moi, amul possibilité de retour. Comme nous l'avons fait au niveau des nerfs. Donc on sait que
au niveau du nerf, la transmission est équivoque. Donc, sur les deux sens, il y a transmission de l'influx nerveux. Mais au niveau d'une synapse, c'est seulement donc une transmission univoque sur juste un seul sens. Maintenant, vésicules synaptiques, on l'a dit tout à l'heure. Donc, ils sont présents seulement dans les boutons présynaptiques et au niveau des récepteurs dans les membranes postsynaptiques. Donc, voilà, donc c'est ça. Les guignols aussi. La transmission synaptique, elle nécessite beaucoup d'énergie. Au niveau des boutons synaptiques, donc vous voyez beaucoup de mitochondries. Pourquoi? Parce qu'on sait que les mitochondries, quand même, ils sont là pour synthétiser donc cette énergie de la cellule qu'on appelle l'adénosine triphosphate, ATP. Donc, raison pour laquelle cette transmission d'influx nerveux a beaucoup besoin d'énergie. On voit beaucoup de mitochondries au niveau des boutons synaptiques, n'est-ce pas? Maintenant aussi, il y a un important concept qu'on appelle le délai synaptique, parce que ce qui se passe comme ça, c'est un phénomène. Donc, libération, neurotransmetteurs, destruction, tout ça, fait un certain temps. Ce temps-là, on l'appelle le délai synaptique. Donc, c'est le temps mis par les phénomènes synaptiques lors de la transformation. Donc, et ce délai synaptique-là, il dure environ 0,5 millisecondes. Donc, c'est quelque chose de très court. Donc, vite fait, donc l'organisme règle son problème et passe à autre chose, n'est-ce pas? Donc, on dit maintenant, il y a deux types de synapses selon le mode de transmission. Moi, je vais vous dire tout de suite. Donc, il y a ce qu'on appelle les synapses chimiques. Ils fonctionnent avec les neuromédiateurs. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les synapses électriques, qu'on appelle aussi les gap junctions. Il n'y a pas de fente présynaptique. Donc, il y a un accolement direct entre la membrane présynaptique et la membrane postsynaptique. Donc, il n'y a pas de fente synaptique. Directement, influx nerveux et il passe à autre chose, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est ça pour... Allez, donc maintenant, par rapport au rôle des synapses, nous allons essayer de commenter, voilà, cette expérience que vous avez fait déjà en classe avec le motoneurone. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a pris un motoneurone. Donc, nous avons fait des stimulations avec 3 synapses A, B et C. On enregistre les résultats au niveau de l'oscilloscope D. Et ce sont les courbes donc qui ont été obtenues là. Voilà, donc nous allons commenter quoi. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec la première courbe? On a fait 2 dépolarisations, on a fait 2 stimulations, ça autant pour moi, avec un délai qui est relativement long. Bon, le délai c'est relativement long. Du coup, il y a un enregistrement sur l'oscilloscope B pour montrer que nous n'avons pas dépassé le seuil. Donc, les stimulations sont finies. Ils sont, voilà, donc peut-être, on verra que les stimulations, le délai est court. On a eu une réponse. Mais le délai est long. Donc, raison pour laquelle on n'a pas une réponse automatique. Du coup, on peut dire qu'en A, nous avons ce qu'on appelle un potentiel postsynaptique excitateur. Le PPSE. Donc, le PPSE, beaucoup avec le PAPS plutôt. Donc, ici, il n'y a pas eu de PAPS, il n'y a pas eu de dépolarisation. Mais il y a un potentiel d'action qui est là. Mais c'est un potentiel d'action qui est excitateur, qui n'a pas pu dépasser le seuil, n'est-ce pas? Tandis que maintenant, en B, qu'est-ce qui se passe? On a une dépolarisation. Pourquoi? Parce que le délai est relativement court. Donc, on a fait 2 excitations qui ne sont pas très éloignées, très rapprochées. Donc, au niveau du neurone présynaptique, on obtient une dépolarisation. Et maintenant, cette dépolarisation-là, donc on dit que comme le délai est court, on a un PAPS. Maintenant, ce PAPS-là, il n'est rien d'autre que le fait que nous avons eu la sommation des 2 PPSE. Donc, je ne sais pas si on va le voir après, mais après on dira qu'on appelle ça la sommation temporelle, n'est-ce pas? Donc, on a essayé de réduire le temps. Les 2 intensités-là se sont cumulées et on a pu avoir une dépolarisation donc pour dépasser le seuil, n'est-ce pas? Alors, donc, pour la courbe C, on a fait une excitation en B. Donc, après, on a mis en A. Mais on a mis une excitation en B. Il n'y a pas eu de dépolarisation. Les quelques temps après, on stimule simultanément A et B. Automatiquement, on a une dépolarisation. Pourtant, on voit que A est là, mais B est là. Mais quand on stimule en B seulement, il n'y a pas de dépolarisation. Et quand on stimule simultanément A et B, on constate une dépolarisation. Donc, on a un PAPS qu'on a observé avec la somme des 2 PPSE en A et en B. Il y a une sommation temporelle, mais c'est ce qu'on appelle la sommation spatiale. On a eu une dépolarisation donc automatiquement après avec voilà donc ces 2 PPSE. Maintenant, on dit en courbe B, nous avons une faible dépolarisation. On a pris A
on a pris une stimulation en C, mini, on stimule en C. Quelque temps après, on fait la même chose ici, mais on va prendre A et C, on stimule, il n'y a pas eu de dépolarisation. Donc, c'est ce qu'on appelle une inhibition, parce que quand on a fait la sommation spatiale, on a eu une dépolarisation. Puis en A accès, on a fait une sommation spatiale, mais il n'y a pas eu de dépolarisation. Donc, on obtient ce qu'on appelle un potentiel postsynaptique inhibiteur, PPSI. Donc, on peut dire que cette synapse-là, en C, est une synapse inhibitrice, tandis qu'en A, voilà, donc nous avons une synapse excitatrice, n'est-ce pas? Voilà, en B, on a testé, mais on a testé la synapse A et C. On voit bien que la synapse A, on a une dépolarisation. Quand on fait une sommation spatiale, on a une dépolarisation. Mais en C, on a fait une sommation spatiale. Il n'y a pas eu de dépolarisation. Donc, on a ce qu'on appelle un PPSI, qu'on appelle aussi le potentiel postsynaptique inhibiteur, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est ça pour le schéma. Maintenant, on dit, pour avoir un PAPS, qu'est-ce qu'il faut? Quelles sont les conditions? Pour avoir donc un PAPS, on dit il faut l'addition de 2 PPSE suite à une libération répétée du neuromédiateur par le même bouton. La sommation temporelle. Donc la sommation temporelle, c'est la stimulation du même neurone présynaptique. Donc on fait 2 stimulations avec un délai relativement court comme nous l'avons vu, et les 2 PPSE vont s'additionner pour créer une dépolarisation, donc pour avoir donc un PAPS. Maintenant après, on peut avoir aussi un PAPS quand on a une addition, une sommation spatiale, comme nous l'avons dit. Quand on a donc les PPSE de plusieurs synapses, donc là, on a une sommation spatiale. Mais attention, il faut que on ait sur une synapse qui est excitatrice pour avoir une dépolarisation. Bon, on est sur une synapse qui est inhibitrice, tu n'auras pas un PAPS, mais tu auras un PPSI. Donc, on va le voir ni. Donc, une synapse excitatrice, c'est une synapse qui va créer un PAPS, c'est une synapse qui génère des PPSE. Mais une synapse inhibitrice, c'est une synapse qui crée une PPSI, donc un potentiel postsynaptique, donc inhibiteur. Donc j'aurais dû mettre 1 parce que c'est un potentiel postsynaptique inhibiteur, n'est-ce pas? Donc il y a un type de synapses donc selon le rôle les gars, n'est-ce pas? Voilà, donc en résumé, donc qu'est-ce qu'on veut dire? On peut dire que le neurone postsynaptique qui reçoit des PPSE et des PPSI, donc si le PPSE est supérieur au potentiel postsynaptique inhibiteur, nous avons un PPSE ou bien nous avons un PAPS. Donc nous avons un PAPS si nous sommes dans une synapse qui est excitatrice, mais nous aurons un PPSE si nous sommes dans une synapse qui est inhibitrice, n'est-ce pas? Voilà, donc si la synapse inhibitrice est plus, si le PPSI, donc madame, le potentiel postsynaptique inhibiteur est plus grand que le potentiel qui est présynaptique excitateur, il y a une hyperpolarisation. Si vous vous rappelez bien les courbes, l'hyperpolarisation, n'est-ce pas? C'est le fonctionnement des canaux des pompes à Na plus K plus. Donc, si le PPSI est supérieur au PPSE, donc on a une hyperpolarisation au niveau de la courbe. Et maintenant, si le PPSE est égal au PPSI, donc il n'y a rien. Donc nous avons un potentiel de repos dans certains exercices de Nankom. Donc d'ailleurs, même ici, il y a un exo d'application. On va le voir ensemble pour voir donc comment traiter ce genre de cas, comment analyser les courbes. Maintenant, pour les choses qui modifient la transmission synaptique, donc les gars, c'est vite fait. Donc on a une molécule qu'on appelle le curare. Voilà, donc c'est une molécule d'origine végétale. Il sert à bloquer la transmission donc de l'influx nerveux. Les Indiens, ils utilisent ça comme poison. Parfois, ils utilisent une flèche pour pouvoir voilà, attraper les animaux. Donc l'animal ne pourra plus bouger. Donc c'est à cause de ce poison-là qu'on appelle donc le curare. Maintenant, on dit dans le cas d'une synapse qui est une fibre musculaire, donc dans le cadre d'une plaque motrice, le curare, il provoque la paralysie du muscle, comme nous l'avons expliqué. Quand on tire une flèche empoisonnée de curare sur un animal, il ne pourra plus bouger. Maintenant, on a aussi les drogues, donc les opiacés comme opium, morphine, héroïne, cocaïne, voilà, donc pas cocaïne, ça cocaïne c'est autre chose. Les drogues là, ils sont des analgésiques, ils vont atténuer la sensibilité de la douleur. Ils vont agir sur la transmission des messages de douleur, ils vont les diminuer. Mais tandis que si nous la cocaïne, il va prolonger l'excitation du neurone postsynaptique. Voilà, donc bon, c'est encore plus grave même. Voilà, donc avec la cocaïne. Et maintenant, on dit aussi que l'absence de CA+, d'ion K+, donc peut aussi, d'ion CA+, c'est pas voilà, ion K+, K avec la lettre K.
Donc l'absence d'ion K+, on dit aussi il empêche la transmission de messages nerveux. Comme nous le disons, les ions K+ sont là pour rendre perméable la membrane présynaptique. Donc il y aura plus de transmission de messages parce qu'il n'y aura plus de possibilité pour la membrane présynaptique ou bien pour le neurone présynaptique de libérer donc le neuromédiateur, n'est-ce pas? Alors, donc on va prendre une application, donc comme je l'ai dit tout de suite. Donc nous avons ici un motoneurone, voilà, donc avec des synapses A, B, C comme sans grec, mais bon, ici on a les courbes et maintenant on demande de commenter les courbes. On va essayer de commenter les courbes ensemble. Donc ici, donc comme on le voit, nous fixer des oscilloscopes au niveau des, voilà, donc au niveau des attention, il y a des oscilloscopes sur les neurones présynaptiques. Et il y a un oscilloscope qu'on a mis ici sur le neurone, sur le motoneurone, n'est-ce pas, le neurone postsynaptique. Et maintenant on a fait une stimulation simultanée, stimulation simultanée, madame, nous stimuler A, B accès avec des intensités I1, I2 et I3. Donc en faisant la stimulation simultanée, ça c'est O1, mon l'oscilloscope là, il n'enregistre rien du tout. Donc au niveau de l'oscilloscope 2, il enregistre donc une dépolarisation, n'est-ce pas? On a une dépolarisation. Au niveau du neurone 3, il n'y a rien qui a été enregistré. Au niveau du neurone 4, donc au niveau de l'oscilloscope 4, au niveau du motoneurone, on a enregistré donc un PPSE. Donc bon, comme nous le on n'a pas dépassé le seuil, donc on a enregistré juste un PPSE. Donc on va essayer de commenter ensemble cet exo. Maintenant pour dire en O1, ici on a un potentiel de repos. Pourquoi? Parce que quand même la stimulation, peut-être l'intensité n'a pas été suffisamment puissante pour pouvoir dépasser donc le seuil. Donc raison pour laquelle ici on a un PR, un potentiel de repos. Maintenant au niveau de OA, nous avons un potentiel d'action. On va dire PAPS boudé, on est au niveau du neurone postsynaptique, n'est-ce pas? Mais comme ici on est au niveau du neurone présynaptique, on ne peut pas parler de PAPS, n'est-ce pas? Parce que PAPS c'est potentiel d'action postsynaptique, présynaptique n'est-ce pas? Alors donc ici en O2, donc le neurone présynaptique, ici au niveau de l'oscilloscope O2, nous avons une dépolarisation. Donc c'est-à-dire l'intensité ici est suffisamment puissante pour avoir donc une réponse. Au niveau de O3, comme vous l'avez vu, comme en O1, donc il n'y a pas, l'intensité n'est pas puissante, donc nous n'avons rien, nous avons un potentiel de repos. Et maintenant en O4, nous avons un PPSE, donc lui c'est un PPSE, c'est pas un potentiel d'action postsynaptique parce qu'on n'a pas dépassé le seuil, donc lui du PAPS c'est un PPSE, n'est-ce pas? Bien, donc on va essayer d'expliquer le résultat de ce qui s'est passé au niveau de l'enregistrement avec l'oscilloscope 4. Donc comme vous le voyez, comme nous l'avons dit, les grecs, donc en A, quand on a excité, donc il n'y a pas eu de dépolarisation. En B et en C, bon, on voit que en B il y a une dépolarisation. En C, il n'y a pas eu de dépolarisation. Qu'est-ce qui s'est passé? On voit qu'en O4, donc on a une faible dépolarisation. On n'atteint pas le seuil. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut penser? On peut penser que cette dépolarisation en B, ce qui s'est passé, est fini quand même. Il y a eu assez de potentiel, il y a eu un potentiel d'action qui a permis quand même, voilà, donc d'atteindre un certain seuil. Donc il y a eu une réponse suite à une excitation. Donc on va voir ça. Il n'y a pas de dépolarisation en A et en C, mais c'est la dépolarisation en B qui a entraîné donc une faible dépolarisation. Ça a permis de presque toucher le seuil qui a eu ici, n'est-ce pas? Donc par conséquent, on peut dire que cette synapse-là, BM, c'est une synapse qui est excitatrice. Parce que c'est une synapse qui a permis quand même d'avoir un PPSE, n'est-ce pas? Voilà, donc le commentaire par rapport à l'explication pour le résultat en 4. J'espère que ça vous a servi et que ça vous a aidé. Voilà, donc si vous avez aimé, likez, partagez et commentez. Voilà, donc nous restons à votre entière disposition.